Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation monitoring et supervision. Il commence à y avoir différentes personnes connectées. On va attendre encore quelques minutes puisqu'il est 13h58. Alors vous avez la possibilité de poser des questions à travers le mode conversation de Teams. Vous pouvez interagir et nous poser des questions. Faire un essai de différentes bascules micro. Avec moi, il y aura Hugo. Hugo, est-ce que tu... Bonjour à tous. Très bien. Et on a également Mike qui va Bonjour à intervenir. tous. Et a priori, au niveau de l'audio, ça marche bien. On n'a pas ta vidéo, Mike. Je ne sais pas si... Ah oui, c'est plus 4. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, il est 14 heures. Je vous propose de commencer cette présentation monitoring et supervision, même si certains nous rattraperont en cours de route. Donc, bienvenue, merci de vous être connectés pour ce point. On va multiplier ce genre d'initiatives et de webinaires. Donc, la dernière fois, on avait fait une présentation sur les cyber-risques qui étaient en présentiel. Cette fois-ci, c'est en webinaire. On va essayer d'alterner sur un rythme d'environ 1 mois et demi à 2 mois maximum. Ce type de présentation. Donc aujourd'hui, c'est sur le thème de monitoring et supervision, mais on va donner très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la parole à Mike, qui va nous présenter rapidement ou nous dire quelques mots sur InfoProject. Merci François. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur notre webinaire axé sur la supervision et le monitoring. Alors, très rapidement, je me présente, je m'appelle Mike Chevaux, donc je fais partie de l'équipe commerciale depuis 2 ans, InfoProject. Alors, plutôt axé nouveaux clients, même si j'ai eu l'occasion déjà d'échanger avec certains d'entre vous. Alors j'ai l'honneur d'ouvrir le bal pendant quelques minutes alors je pourrais vous parler d'InfoProject pendant des heures, mais on m'a laissé 2 minutes chrono. Alors j'essaie d'enchaîner. Alors quelques chiffres très rapidement sur InfoProject. Alors c'est 25 années d'existence au service de nos clients, une quinzaine de collaborateurs répartis donc sur une agence à Dijon et un bureau à Lyon pour un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 4 millions l'an passé. Que proposons-nous? Alors, en bon intégrateur informatique, on aide nos clients à définir, mettre en œuvre, maintenir, faire évoluer le système d'information adapté à vos besoins. En d'autres mots, on travaille vraiment sur le cycle de vie de votre infra informatique. Alors, ça va regrouper bien sûr les postes, serveurs, switch, pare-feu. C'est vraiment le cœur de métier d'InfoProject. Vous ne nous trouverez pas sur du développement d'applications, de commercialisation de RP type Sage. C'est pour ça que notre équipe est essentiellement composée d'ingénieurs système et réseau, puis de techniciens. Alors forcément, ce champ d'intervention, ça va nous permettre finalement de travailler avec à peu près tout le monde en fait. C'est pour ça que vous allez retrouver chez nous des clients qui vont de la TPE de quelques personnes à des grands groupes de plusieurs milliers de collaborateurs, en passant par les collectivités, associations. Par contre, essentiellement situés en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, une des caractéristiques majeures d'InfoProject, c'est la volonté de rendre simple des solutions techniques complexes. Alors, en proposant toujours des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins, en fonction de votre taille, de votre organisation, de votre stratégie. C'est vraiment l'ADN d'InfoProject d'échanger, de conseiller pour trouver les solutions les plus adaptées, finalement d'ajuster toujours avec vous le curseur au fil de nos échanges. Alors c'est pour ça que lors des rendez-vous, on sera appelé à échanger sur des questions relatives comme l'hébergement, la maintenance, l'infogérance, le matériel, sécurité, sauvegarde. Et vous trouverez face à vous des interlocuteurs certifiés sur toutes ces technologies. Alors de même, InfoProject fait partie des précurseurs cloud au début des années 2000, en proposant dès le début beaucoup de solutions externalisées. Et c'est dans cette continuité, cet esprit alors que notamment on a ouvert un data center courant 2000 à Chevigny-Saint-Sauveur, que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de visiter, et un second, alors au passage pour info, qui se lance à Chalon-sur-Saône ces jours-ci. Alors vous imaginez facilement qu'aujourd'hui, pour être en capacité de superviser, monitorer, administrer plusieurs milliers d'équipements sur la région de manière efficiente pour nos clients, nous avons réalisé une veille technologique assez forte de toutes ces années, sur tous les outils de monitoring et de supervision.
et on a fait l'acquisition et la maîtrise de certains. Et c'est cette expérience qu'on se propose aujourd'hui modestement de partager avec vous durant 1 heure. Et pour ça, je vous laisse entre les mains de François et Hugo. Très bien, merci beaucoup Mike. Donc effectivement, moi je m'appelle François Cachon, je suis responsable technique au sein d'InfoProject et co-gérant fondateur. Donc ça fait effectivement 25 ans que j'œuvre. Très vite le plan de la présentation. Nous allons devoir manger quelques définitions autour du monitoring, de la supervision, ce qui nous mettra en perspective pour éclairer le choix que nous avons fait pour un produit qui s'appelle donc Pandora FMS, en introduisant également des termes du type agent, module, agent logiciel. On verra en quoi il est important et comment on fait pour suivre la disponibilité de son système d'information, le suivi de la performance. On pourra également avoir des calculs d'indicateurs métiers jusqu'au suivi des fameuses SLA, la mesure de service et de disponibilité. On parlera ensuite des différents contrats de service InfoProject, puisque le monitoring et la supervision n'est qu'une des facettes ou qu'un des produits presque d'entrée sur des contrats de service plus étoffés. Et puis, on terminera sur les fonctionnalités les plus avancées, telles que les alertes 24/24, les gestions des astreintes et la supervision proactive. Si en cours de route, vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le mode dialogue entre Hugo et moi. L'un et l'autre répondront aux différentes questions. Attaquons pour les définitions. Le monitoring. Donc le monitoring, en français on dirait plutôt surveillance d'un système d'information, consiste à collecter des données, de mesurer des informations et ensuite d'analyser ces données. Donc bien entendu, on est dans le périmètre de la gestion du système d'information. On va suivre le bon fonctionnement des applications, des services ou d'infrastructures en totalité. On peut très bien parler d'infrastructures privées, de cloud privé, c'est-à-dire essentiellement basées sur vos réseaux dans vos sites, mais éventuellement également d'applications en ligne, d'applications exposées à l'extérieur. Toujours est-il que le but du monitoring est de surveiller l'état en temps réel, l'état et la performance de votre système d'information ou d'un service ou d'une application que vous publiez, que vous rendez disponible à vos utilisateurs. Ça va nous permettre de détecter d'éventuels problèmes ou anomalies qui pourraient affecter la qualité, voire même la disponibilité du système. Le principe est d'être informé très tôt, voire même avant, de manière préventive, qu'un problème est en cours de réalisation. Par exemple, un disque dur qui se remplit et qui commence à être proche de la saturation, on peut normalement agir avant que le disque dur soit plein. C'est tout le but du monitoring. Alors maintenant, si on aborde la supervision, c'est un monitoring avancé avec des processus plus complexes, plus puissants que le simple monitoring. On va voir apparaître des indicateurs calculés, des règles de pondération, les calculs de tendance ou d'interpolation qui viennent compléter les fonctionnalités. Et puis, on va vouloir également, en matière de supervision, pouvoir avoir une gestion d'événements, d'alertes, voire même de corrélation entre événements. Donc, ce sont des fonctionnalités supplémentaires qui vont faire de mon produit ou de ma plateforme une plateforme de supervision plutôt que le simple monitoring. Et également sur les interfaces visuelles, la supervision doit apporter des fonctionnalités avancées, des tableaux de bord, des écrans interactifs, des rapports, qu'ils soient à la demande ou planifiés. Donc l'ensemble de ces outils, monitoring puis supervision, forment une plateforme. Et notre choix s'est porté sur un éditeur pas si connu que ça, qui est un éditeur espagnol qui s'appelle Pandora FMS, qui commence à avoir ses lettres de noblesse et qui notamment se distribue beaucoup aux États-Unis. On était jusqu'à il y a quelques mois avec un monitoring Centréon, un acteur français. Et franchement, on a ouvert un cahier des charges très, très large et finalement sélectionné ce produit qui vraiment est très intéressant dans ses fonctionnalités. L'originalité de Pandora FMS, c'est de s'appuyer sur un agent logiciel. Donc, il y a un petit bout de logiciel,
petite partie software à déployer sur les serveurs Windows et Linux. Et la grande partie de l'intelligence se trouve du coup déportée sur le serveur qui doit être lui-même monitoré. Les serveurs se monitorent eux-mêmes du fait de cet agent logiciel. L'installation peut être manuelle ou automatisée par GPO par exemple, mais dès lors que l'agent logiciel est installé sur le serveur, sur un serveur, il y a une découverte automatique de la nature du serveur, s'il est physique ou virtuel, des caractéristiques techniques de la machine sur laquelle l'agent tourne, des rôles, des fonctionnalités, des applicatifs, des bases de données présentes sur le serveur. Donc cette découverte automatique va nous permettre de remonter à la console centrale des informations très pertinentes et sélectives suivant la nature du serveur et des applicatifs qu'il héberge. Les modules, qui seront une définition dans un écran suivant, sont automatiquement déployés et ne sont déployés que les modules strictement nécessaires à la supervision de la machine concernée. Alors, il n'y a pas marqué apparition immédiate, ce n'est pas tout à fait immédiat, on va dire il y a un facteur d'environ 2 minutes, il y a un délai d'environ 2 minutes, de 2 à 5 minutes avant qu'une information remonte effectivement dans la console centrale. Qu'est-ce qui nous a fait en fait choisir Pandora plutôt qu'un autre produit? Nous étions à la recherche d'un produit qui permettait une supervision en mode single pane of glass, fenêtre unique de supervision. Le principe est de ne pas avoir à se déplacer de console en console pour voir l'état des machines Windows sur une console, l'état des machines Linux sur une deuxième console, l'état des bases de données SQL sur une troisième, des sauvegardes ou de la sécurité sur une quatrième. Donc notre cahier des charges était d'avoir une seule fenêtre de supervision pour voir l'ensemble de nos systèmes, des systèmes de nos clients. Et le tout dans un cloisonnement multitenant très fort et adapté à un usage multi-client. Donc, suivant les habilitations qui sont fournies à l'utilisateur, en fait, je vais voir un seul client si je suis un administrateur du client, plusieurs clients, voire tous les clients si je suis habilité à voir tous les clients, et ceci dans le même environnement, dans la même interface. Il nous faut également de la robustesse et de la disponibilité, car il ne s'agit pas que le monitoring soit en panne, faute d'être aveugle sur l'état réel de fonctionnement des serveurs. Le fait de s'appuyer sur des agents logiciels répartit beaucoup la charge et également la disponibilité sur chacun des serveurs concernés. En effet, si chez un serveur chez un client je supervise 20 serveurs, s'il y en a un qui est en panne, je vais cesser de recevoir des informations venant de cet agent, mais je continuerai d'en recevoir venant des 19 serveurs survivants. Je pourrais donc en déduire que quelque chose de grave, n'ayant pas de nouvelles du serveur en panne ou du serveur arrêté, je vais très vite déduire que quelque chose de grave est apparu sur le serveur pour lequel je ne reçois plus de données. Une dimension très importante également, de plus en plus importante, la sécurité. Comme nous sommes sur une stratégie de flux sortant, il n'y a pas de flux entrant chez le client, il n'y a pas d'intrusion de sécurité, il n'y a pas de crédentiel à mémoriser en centrale chez nous, le prestataire, pour avoir la possibilité de superviser vos interfaces, votre infrastructure. Donc en matière de sécurité, c'est également très très adapté dans le monde dans lequel on vit. Et puis, ce qui permet également de s'affranchir totalement de la connectivité, des VPN, des liens intersites. Un serveur où qu'il soit, dès lors qu'il a accès à Internet, dès lors qu'un agent est déployé sur ce serveur, il va se mettre régulièrement à communiquer son état à la console centrale. Les points importants, c'est également l'administration facilitée. Avec Pandora, on a des groupes, des collections, des policies, ça ressemble un peu à des GPO. Donc on a très vite fait, en faisant appartenir un serveur à différents groupes, de lui associer des configurations automatiques. Et si nous renforçons une stratégie ou une policy, instantanément, enfin dans les 5 minutes qui suivent, l'ensemble des serveurs qui épousent cette policy se trouvent impactés et mis à jour. Et puis également la capacité à évoluer, la scalabilité. Donc actuellement, notre infrastructure démarre avec 7 serveurs répartis sur 2 data centers. On sait d'ores et déjà qu'il va falloir déployer de nouveaux serveurs sur Chalon dès qu'il sera ouvert. Et on envisage également de déployer côté cloud, Azure certainement, des serveurs Pandora pour avoir une vision externe venant d'Internet. Donc on a vraiment un Lego très souple dans lequel on peut rajouter des briques serveurs pour augmenter soit la répartition géographique, soit la puissance totale.
Donc pour toutes ces raisons, voilà les 5 arguments qui nous ont fait préférer Pandora FMS à beaucoup d'autres produits. Alors, on remange un peu quelques définitions. Agent, donc l'agent, c'est en fait dans la plupart du temps un serveur. C'est un dispositif réseau doté d'une adresse IP. Un serveur, ça tombe bien, a au moins une adresse IP. On parlait d'agents logiciels, donc on dispose d'agents pour Windows, d'agents pour Linux, mais on sait également, bien entendu, monitorer, superviser des équipements réseau avec des protocoles de plus bas niveau, tels que SNMP, pour gérer des switches, des firewalls, des routeurs. Sur chaque agent, nous allons trouver la surveillance d'un ou plusieurs modules. Donc un module, qu'est-ce que c'est? C'est une donnée qu'on collecte à intervalles réguliers, une donnée de différents types. Ça peut être une donnée booléenne. Je suis en vie, je ne suis pas en vie. Je suis démarré, je suis arrêté. Je suis OK, pas OK. Ça peut être une donnée numérique. Voilà la taille de mon disque. Voilà l'espace restant disponible sur mon disque. Voilà la bande passante de mes interfaces. Voilà le pourcentage de RAM utilisé. Ça peut être une chaîne de caractères. Voici ma version de firmware. Voici le message d'erreur en fin d'un traitement. Voici l'emplacement d'un switch. Mais également, il y a une grande richesse possible d'extensions. En effet, on peut passer comme données des images, du code HTML, des tableaux de données. Donc, c'est très open comme format et susceptible d'évoluer. En tout cas, chaque module retourne une valeur à intervalles réguliers. Par défaut, à titre indicatif, l'intervalle de collecte des données sur les interfaces clients sont de 5 minutes. En fonction des valeurs retournées, chaque module va pouvoir avoir un statut. Les 4 statuts principaux sont OK, l'état est normal, où la valeur retournée est dans des bornes acceptables, où l'état peut devenir warning, par exemple une température qui devient anormalement élevée sur une carte mère peut d'abord être warning, puis éventuellement, si elle devient très grave, critical. Enfin, il existe l'état inconnu pour lequel il aurait été impossible de retourner une valeur pour le module parce que, je ne sais pas, le script n'a pas pu dialoguer et obtenir la valeur cohérente. Alors, ce qui est important de souligner, c'est qu'en fonction de l'état des différents modules, si un agent a une vingtaine de modules, c'est le module dans l'état le plus grave qui va dicter l'état de l'agent. Donc, si un agent est OK, ça signifie que tous ces modules sont OK. Si un agent est inconnu, ça signifie qu'au moins un module de l'agent est dans un état inconnu. Et puis, nous avons warning et critical avec une notion d'accentuation de la gravité. J'ai beau avoir 10 warnings, si j'ai un critical, l'état de l'agent sera critical, car critical est plus fort que warning. Eh bien, je propose de passer l'écran à Hugo qui va nous montrer des agents et des modules en grandeur réelle. Oui, alors je me présente rapidement également. Je suis maintenant alternant depuis presque un an au sein d'InfoProject et j'ai été grandement impliqué dans le projet Pandora et son déploiement. Donc, en ce qui concerne les agents, nous avons ici donc la liste avec une vue arborescente de différents agents. Si on zoome sur l'un d'eux, ici on a un serveur Linux, donc on a directement un aperçu de l'état du serveur et de l'état de ses modules. Ici on peut remarquer qu'ils sont tous au vert, donc ils sont tous dans un état normal. Si on descend un peu plus bas, on a donc les différents modules, pardon. Donc ici, on a des groupes. Le groupe networking correspond aux différentes interfaces. Donc on récolte la bande passante entrante et sortante de l'interface et son état. Si on descend plus bas, on peut obtenir des informations sur le stockage, donc les différents volumes. En l'occurrence ici, on en a 4. Donc pourcentage d'utilisation, la taille du disque, l'espace utilisé. On a des informations sur le système. Donc là, pour le CPU, c'est propre à Linux. La charge moyenne sur 1 minute, 15 minutes ou 5 minutes. Le pourcentage d'utilisation du processeur. Des informations sur la RAM utilisée, totale, disponible. L'uptime. Et le keep alive ici correspond à l'état de la communication avec l'agent. Si le keep alive devient critique, c'est qu'on n'arrive plus à communiquer avec l'agent et que le serveur est sûrement éteint. Tous ces modules-là sont arrivés automatiquement sur le serveur. Donc c'est là une notion importante de l'agent logiciel, c'est qu'il permet de remonter automatiquement les modules en fonction du serveur. Si on passe à un deuxième agent,
qui est cette fois-ci un serveur Windows, et non pas Linux. On zoome dessus et on peut voir ici qu'on a deux agents qui ne sont pas dans un état normal. Donc un module qui est en état critique et un module en état warning. On peut aller observer l'état des différents modules. Ici, on a les modules d'application. Il a été détecté sur ce serveur le rôle IIS. Donc, on a 4 modules qui sont liés à ce rôle. Donc, les connexions actives, les octets envoyés, reçus et les bonnes pratiques. Les interfaces sont également renvoyées. Et on peut voir ici qu'on a des modules de sécurité. Donc, l'état de l'antivirus. Ici, c'est Bitdefender et l'état du pare-feu Windows. On peut observer un tag, le tag security. Alors, le tag a son utilité dans le fait qu'il permet d'étudier tous les modules security de tous les agents. Donc, ça nous permet d'observer l'état de chacun de ces modules sur tous les agents. Par exemple, la spécialiste sécurité qui va s'intéresser qu'au module sécurité, par exemple. On a des informations qui sont montées aussi sur les disques, de même pour système, donc ceux qu'on a déjà vus. Et on peut voir ici les deux modules qui sont en état warning et critique. Donc celui qui est en état warning, c'est les Windows Update. Windows Update qui a aussi un tag Update. Donc on a une mise à jour importante qui peut être installée sur le serveur et ça nous génère un état warning. Et un état critique pour les services automatiques, car un service est arrêté. Ces modules-là n'ont pas une incidence directe sur la disponibilité de l'agent, ce qui introduira la notion de service qu'on présentera par la suite. Ce serveur est un serveur virtuel. Et on a en information supplémentaire ici le nom de l'hyperviseur qui héberge la VM. Ici, c'est LPJ Hyper-V1. On montre peut-être une machine physique pour voir la différence? Oui. Donc ici, on a un agent qui est un hyperviseur, qui est un agent physique, un serveur physique. Et en information supplémentaire, on aura cette fois-ci le modèle et le numéro de série du serveur. Ici, pareil, on a l'état des 43 modules et les 43 modules sont au vert. Vu que c'est un serveur physique, on a différentes informations sur le serveur qui remontent, telles que la température du processeur, la température ambiante, l'état du châssis, est-ce que la garantie est toujours bonne, l'état du stockage. Donc on a les interfaces qui remontent, la consommation électrique. On a toujours le module donc, de l'état du pare-feu avec le tag security. Et ici, différents modules liés à la virtualisation et à Hyper-V. D'accord. Ce qu'il est intéressant de rappeler, c'est qu'aucune action manuelle n'a été faite pour que ces 43 modules apparaissent sur cet agent. Tout a été découvert automatiquement et du coup monitoré. Si par exemple on rajoute demain un disque ou une carte réseau, automatiquement on verra apparaître dans le monitoring le disque ou la carte réseau fraîchement ajoutée. Ok. Je vais reprendre la présentation. Alors, il y a le switch. Ah oui, pardon, tu voulais montrer un switch, vas-y. Alors, parce que les 3 agents que nous avons vus précédemment sont des agents logiciels, parce que ce sont des serveurs et l'agent logiciel a pu être installé. Par contre, en ce qui concerne un switch, vu qu'on ne peut pas l'installer, on va utiliser SNMP pour le superviser. Donc là, on a un switch Aruba. On peut observer donc la remontée des interfaces et différents modules, donc l'emplacement du switch, la version du firmware, le modèle, numéro de série, l'uptime. Et pour les interfaces, on peut déployer ici toutes les interfaces actives et avoir un graphique des bandes passantes entrantes et sortantes du switch sur 24 heures ou sur une semaine en fonction du besoin. Donc la même chose, il y a une découverte automatique de qu'est-ce que c'est que cet équipement, tiens c'est un switch, combien d'interfaces il a, tout est automatique, il n'y a rien à faire à la main. Ok, eh bien je reprends la présentation pour vous parler de services. Alors on a vu dans les agents et les modules que nous ont montré qu'il y avait certains warnings ou certains critical. Plus on fait un monitoring fin, plus on augmente la probabilité d'avoir des warnings ou des critical. Toutefois, certains modules ne sont pas forcément révélateurs de l'état général de fonctionnement du serveur. Par exemple, un Windows Update qui est en warning, comme on l'a vu, n'a aucun impact sur le bon fonctionnement des applications hébergées sur le serveur. Il faudra simplement un jour ou l'autre, le plus tôt possible d'ailleurs, veiller à installer
puis à redémarrer ce serveur. D'ailleurs, dans les modules, nous aurons un module Reboot Require qui nous dira que le serveur est dans un état d'attente de redémarrage. Donc arrive la notion de service qui vont nous permettre de trier parmi ces agents et ces modules qu'est-ce qui concerne réellement, par exemple, une application dont on veut suivre la bonne santé. Donc un service va être un indicateur calculé à partir de l'état de certains modules ou de certains agents que l'on va choisir pour dire pour ce serveur SQL, je vais avoir besoin de RAM, de pros, de disque, de service, de disponibilité d'une base, de taille de log, de plein de choses. Mais en tout cas, le Windows Update ne va pas être intégré dans la formule de calcul du service pour ne pas risquer de voir du warning arrivant du fait d'un Windows Update. Les services peuvent être représentés visuellement sous deux formes. Tout d'abord, une forme arborescente. Alors, Hugo, dans une démonstration à venir, va nous montrer plus en détail un service, mais j'ai un service, on va dire, pair, celui tout en haut de cet arbre, qui est dans un état warning. Et si je regarde ces fils directs, ce sont également des services. Et on peut s'apercevoir que le 5e est dans un état warning. Et si je regarde les petits-fils ou les fils des enfants, là ce sont des modules et on s'aperçoit qu'il y a un des modules du sous-service qui lui est en critical. Là c'est intéressant parce qu'on a quelque chose qui est critique au niveau d'un module qui se transforme en warning au niveau d'un service et qui se répercute également en warning au service pair. La deuxième manière de représenter cette dépendance de service, c'est un éventail. Donc dans l'applicatif, c'est Sunburst, rayon de soleil. On va trouver un oignon avec différentes couches suivant le nombre de services, sous-services ou sous-services modules. Et donc là, on illustre le même arbre que celui de gauche par une roue pour lequel on voit qu'un des rayons à l'extérieur est rouge, remontant ainsi un warning jusqu'au cœur de cible. Mais on pourrait très bien imaginer, dans les formules de calcul, ne pas impacter un critical jusqu'au cœur de la cible. Tout dépend de... Eh bien, voyons ça en pratique avec Hugo, si tu veux zapper, Hugo. Oui. Donc pour les services, ici, nous avons un service SLA BC208 qui correspond à la disponibilité du service business central. Donc ce service comprend d'autres services qui sont répertoriés ici et qui permettront de connaître vraiment l'état de la disponibilité du service. Alors, juste pour détailler, que cette application Business Central soit opérationnelle, il me faut une instance SQL, il me faut un serveur d'application, il me faut un serveur de BI, un serveur de fichiers, la présence de web services et la présence d'un contrôleur de domaine opérationnel. Donc ceci, c'est l'inventaire des sous-services. On peut peut-être zoomer sur la base de données, par exemple. Alors, donc pour le service base de données, on a dans ce service tous les modules qui ont une incidence sur le serveur MySQL, sur le serveur SQL. Donc l'utilisation du processeur, la RAM, le keep alive et l'état du service. On a ici exclu tous les modules qui n'ont pas d'incidence, tels que les Windows Update ou l'état de l'antivirus, parce que ça n'a pas d'incidence directe sur le service. Peut-être les formats roue et arborescence. Voilà, donc ici on a une vue arborescente du service. Donc on a le service principal qui est la disponibilité de Business Central et qui comprend donc les 6 services qu'on a vus précédemment, ainsi que les modules qui sont compris dedans. Si on veut voir la vision Sunburst, on clique ici. Et là, je peux vous montrer, on a les 6 services ici. Si on zoome sur l'un d'eux, tel que SQL Server, on a aussi les modules qui y figurent. Dès lors qu'un module deviendra rouge ou orange, en fonction de son état, le service deviendra aussi orange ou critique. Très bien. Alors, oui, ces services d'ailleurs peuvent piocher des données issues de modules qui ne sont pas forcément présents sur le même agent. Si je suis dans une infra un peu plus complexe dans laquelle j'ai 3 serveurs frontaux, je vais aller pêcher la présence des applications web sur les 3 serveurs désignés.
Alors, on poursuit maintenant sur les fonctionnalités qui font de la plateforme un outil de supervision plus qu'un outil de monitoring, hein, les dashboards. Donc, dashboard ou tableau de bord en français, ce sont des écrans personnalisés ou personnalisables composés de widgets. On va chercher des composants logiciels widgets dans une bibliothèque pour les glisser, déplacer, redimensionner, positionner dans une page au début blanche. Et on se construit ainsi des vues totalement personnalisées suivant les besoins de chaque administrateur, avec par exemple des dashboards, des tableaux de bord spécialisés stockage, spécialisés suivi des bases de données, suivi de la virtualisation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très forte, on va dire, personnalisation, donc chacun va faire ses propres dashboards à son entendement, suivant ses préférences. Il s'agit bien entendu de tableaux de bord interactifs. Un clic permet de zoomer sur un élément en cause. On voit de l'orange, on clique dessus, on va voir pourquoi il y a de l'orange. On peut également naviguer entre dashboards et avoir des systèmes de navigation d'un dashboard à l'autre. Plus que des dashboards, on a aussi les Visual Consoles. Les Visual Consoles, elles, sont destinées à être projetées en mode plein écran sur des écrans murales. Donc, on en trouve dans les PC ou dans les salles informatiques. C'est typiquement le genre de données qui tournent de manière automatique pour afficher l'état de fonctionnement. Je vais commencer par la fin. On a même la possibilité de carrousel de plusieurs Visual Consoles, un slideshow continu entre 3, 4, 5, 10 Visual Consoles qui se succèdent 1 minute ou 30 secondes par écran. Alors, il s'agit d'un contenu interactif avec des images, des icônes. Bien entendu, il y a des couleurs qui vont attester du statut de tout ça. Ça va être plutôt vert quand on est OK, orange ou rouge si c'est warning ou critical. On va pouvoir mettre des images en arrière-plan pour symboliser des sites, des schémas de fonctionnement applicatifs. On peut intégrer tout type de graphiques, des courbes de connexion d'utilisateurs. Il y a bien entendu un rafraîchissement automatique des données. Qui font que si on regarde l'écran, on va voir les courbes qui bougent. Et puis également, on a la possibilité, ça c'est très intéressant, d'avoir des liens hypertextes publics avec un token rendant l'URL difficile ou impossible à deviner, mais qui permettent à quelqu'un qui n'est pas habilité à se connecter à Pandora, juste de visualiser ce dashboard. Par exemple, vous pouvez publier pour vos utilisateurs sur l'intranet une URL affichant la disponibilité dans les grandes lignes du système d'information. Les Visual Consoles supposent des conventions graphiques. Je vais prendre un exemple entre service, agent et module. Donc, on a vu que le suivi par service était très fin et plus intelligent puisqu'il permettait d'inhiber certains warnings critical. Prenons l'exemple de cette petite copie d'écran. On a une grosse pastille verte qui nous montre le service Business Central, l'état du service Business Central pour le client 3. Eh ben, on peut dormir tranquille ou passer à autre chose. La grosse pastille, elle est verte, tout va bien, le service est OK, opérationnel. Par contre, la petite pastille en bas à droite, le point d'exclamation rouge, nous indique quand même que si on veut bien regarder, dans le fond des modules, on va finir par trouver au moins un module qui est en critical, peut-être un Windows Update, peut-être autre chose. Voilà. Donc l'idéal, c'est que la petite et la grande pastille soient vertes, mais dès lors que la grande pastille est verte, ouf, on n'a pas d'incendie. Eh bien, Hugo va nous montrer ça dans la pratique. Peut-être des dashboards pour commencer. Oui. Si on observe les dashboards, par exemple, ici, on a eu le besoin d'avoir un dashboard avec un rapport Hyper-V. Donc ça, c'est plutôt utile et plutôt utilisé lorsqu'on est en monoserveur. Donc on a ici l'hyperviseur. Le rapport renvoie des données sur les différents disques, sur les VM qu'héberge l'hyperviseur. En revanche, dès lors qu'on est dans une infrastructure cluster, il est plus intéressant d'avoir un dashboard Hyper-V. Alors, ce qui est intéressant avec ce dashboard, c'est que dès le premier onglet, on a les informations les plus importantes sur les différents hyperviseurs. Donc ici, on peut voir que les 3 hyperviseurs sont répertoriés. On a le nombre de VM hébergés par ces différents hyperviseurs et si elles sont démarrées ou arrêtées. On peut voir que
on peut potentiellement en avoir au total 60 et qu'on en est déjà à 42. Ce qui concerne la mémoire, on a alloué 529 gigas, mais au total, on pourra en allouer 1152. Autrement dit, on pourrait doubler la capacité de mémoire vive des serveurs dans l'état actuel des choses. On a aussi la RAM totale et la RAM allouée par les différents hyperviseurs. De même pour les processeurs virtuels, on en a alloué 227 sur 288. Et il y a le graphique des corps physiques et des CPU alloués. On a des informations sur le stockage, donc les différents volumes. Donc là, on est actuellement à 8 Tera d'alloués sur 11. Et on a des informations sur la taille et l'espace utilisé. Si on regarde le second onglet, on a des informations sur les 3 hyperviseurs, l'OS, le processeur et autres. Donc là, ça nous permet d'avoir toutes ces informations sur une seule et même page, plutôt que d'aller piocher sur chaque agent. On a aussi les VM de chaque hyperviseur, et on sait ici quel hyperviseur héberge quel VM, et des informations sur le stockage, donc le pourcentage d'utilisation, de disponible, l'espace libre et la taille. Alors, je complète. Sur le rapport Hyper-V et le dashboard Hyper-V que vous voyez, c'est pour Hyper-V, mais bien entendu, on a la même chose sur VMware. Hein. Peut-être tu nous montres quelque chose sur Vim, Go. Oui. On a la possibilité d'avoir un dashboard pour le rapport Vim. Alors, ce qui est intéressant avec le rapport Vim, c'est de pouvoir diagnostiquer une sauvegarde qui se serait mal passée, sans pour autant aller voir directement sur le serveur. On a des informations notamment sur le démarrage de la sauvegarde et lorsqu'elle s'est terminée. Ça nous permet aussi de savoir combien de temps elle prend. Alors, bien entendu, il y a des modules qui nous disent si chaque job de sauvegarde et si globalement les jobs de sauvegarde, de backup copy ou de réplica sont en succès, en warning ou en échec. Mais là, sans avoir à rentrer dans la console d'administration Vim, on peut avoir le début d'un diagnostic sur pourquoi cette sauvegarde est en warning. Voilà. On avait peut-être des visuels consoles à montrer. On a aussi le dashboard. Ah, très bien, oui, vérification quotidienne. C'est ça. Alors, dans le cas où un client nous a demandé d'effectuer des vérifications quotidiennes d'un service, on a la possibilité donc de mettre en place un dashboard qui permet de répertorier sur une seule et même page tous les points de contrôle nécessaires à la disponibilité du service. Donc, on a différentes étapes. La première étant le service map. Donc, c'est le service qu'on a étudié tout à l'heure par rapport au service business central. Ensuite, on vérifie que les jobs de sauvegarde se sont bien déroulés. Ici, on peut voir qu'aucun job de sauvegarde n'est en warning ou en échec. Par conséquent, il est vert. En troisième étape, on a le statut des différents sous-groupes du client. Et on peut observer ici qu'on a un module en critique pour le premier sous-groupe. Si on se décide à aller voir lequel c'est, on peut observer que c'est un module sur les bonnes pratiques, qui est en critique parce qu'une bonne pratique n'a pas été faite. En revanche, ça n'a aucune incidence sur la disponibilité du service. C'est pour ça que le service map est vert. Et enfin, on a la disponibilité sur 24 heures, donc le pourcentage de SLA qui sera présenté par la suite. Je vous parle des SLA, mais ça, c'est dans quelques minutes. Tu nous montres des visuels consoles? Oui. Donc, les consoles visuelles. Alors, l'intérêt des consoles visuelles, c'est d'avoir un aperçu et un visuel sur une page de l'état de l'infrastructure. On peut voir ici donc l'état des services avec la pastille et le bouton et des différents serveurs. Dans ces mêmes serveurs, on peut observer les données de différents modules. Alors, bien entendu, nous mettons en valeur les modules qu'on souhaite et c'est totalement personnalisable en fonction du besoin. Nous avons le nombre d'utilisateurs actuellement connectés. Là, on est à 0 parce que l'infrastructure n'est pas encore déployée. Mais elle n'est pas encore en prod. C'est ça, en prod. Mais elle le sera dès la semaine prochaine. Et donc, on a un serveur rouge. Montre-nous pourquoi ce serveur est rouge. Donc, on a un serveur rouge. Si on zoome dessus, on voit qu'il y a bien un module en critique. Et si on va voir lequel c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, ce qui concerne les bonnes pratiques. Alors, c'est un BPA, Best Practice Analyzer. On est vraiment dans quelque chose de, subalterne. Ce n'est pas du tout critique pour la machine, même si cette règle n'est pas respectée. L'applicatif fonctionne très bien. Une autre visual console, peut-être, Hugo?
Oui. Alors, si on observe une autre console visuelle, encore une fois adaptée aux besoins, ici c'est aussi pour une infrastructure, donc en l'occurrence ici c'est la nôtre, notre data center CS3. Donc on a l'état et la température des différents serveurs de prod, donc les hyperviseurs, ainsi que le nombre de VM qu'hébergent ces hyperviseurs. On a l'état de la virtualisation, des sauvegardes Vim et des Windows Update. Très bien. Oui, donc tout ici est paramétrable, hein, le fond d'écran, les images utilisées sont simplement prétexte à mettre en scène des informations synthétiques issues de modules, d'agents ou de services en fait. Ok, eh bien écoute, je rebascule pour vous parler de SLA. Alors, on a vu des dashboards, on a vu des visual consoles, on a vu aussi des services qui sont, dont le calcul est important. Et on arrive à la notion de SLA, Service Level Agreement. Donc c'est une notion qui est connue et mise en œuvre depuis très longtemps pour les hébergeurs, pour toutes les personnes qui prennent un engagement de disponibilité sur le service qu'ils rendent. Mais de plus en plus, dans les bonnes pratiques, ITIL notamment, le suivi de la disponibilité, le suivi de la SLA en interne devient aussi nécessaire et fournit aux responsables informatiques un élément de mesure et de discussion avec la direction ou les utilisateurs ou les services utilisateurs pour parler de la qualité du système d'information. Donc avant de pouvoir mettre en place des SLA, il faut déjà définir des objectifs de service. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Est-ce qu'on va mesurer des indicateurs de performance, des temps de disponibilité, des temps de réponse, des vitesses de traitement, des nombres d'utilisateurs connectés? Toutes ces données, il faut qu'on les collecte sous la forme de modules ou de services, ou qu'on les calcule sous forme de services. Il est important également de parler de la période de temps. Ce n'est pas la même chose de parler d'une SLA sur une heure, sur un jour, sur une semaine, sur un mois ou sur une année. En règle générale, on parle souvent de SLA par mois. Ça donne un pas de temps qui est déjà significatif et ça permet de mois en mois de vérifier quel score on obtient pour savoir si on s'améliore ou si on se dégrade. Le mois, alors semaine ou mois sont les périodes de temps les plus utilisées. Il faut aussi avoir à l'esprit les horaires de production, parce qu'un serveur va nécessairement, par exemple, devoir être redémarré pour, si c'est un Windows, pour son Windows Update. Donc, pendant le temps du reboot du serveur, il y aura forcément l'indisponibilité des services ou des applications hébergées par le serveur qui reboot. C'est pas grave hein, si c'est 3 heures du matin, ça l'est beaucoup plus si c'est à 14 heures. Donc, l'horaire de production, savoir que l'on calcule sa SLA ou que l'on suit sa SLA, par exemple, du lundi au vendredi de 8h à 18h, par exemple, n'est pas la même chose que de le faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En règle générale, on va être sur des horaires dits de production jour ouvré, rouvré, même si, bien entendu, on sait faire du 24-24, mais on en parlera dans quelques slides. Alors déjà, notre SLA, elle va être atteinte ou manquée. Alors, on va partir du principe suivant. Maintenant qu'on a vu tout un tas de vocabulaire, on va s'appuyer sur un service qui va être notre service de référence pour le calcul de la SLA. Et donc, on a vu que ce service, il peut être OK, warning ou critical. Eh bien, on va partir du postulat suivant. Si le service est OK ou warning, on va considérer que ma SLA a été atteinte, que mon engagement de bon fonctionnement du système d'information est atteint. Par contre, si le service est critical, alors critical, ça ne veut pas dire forcément totalement service éteint. Hein. Ça peut être fortement dégradé, suffisamment fortement dégradé pour considérer qu'il est critical. Dans ce cas-là, ma disponibilité sera défaillante. Et donc, l'ASLA dont on parle, c'est le pourcentage du temps pendant lequel la disponibilité est valide, à contrario par rapport au pourcentage d'indisponibilité. Et donc, si on projette ça sous la forme d'un tableau, raisonnons sur le mois. Donc, dans un mois, j'ai 30 jours à 24 heures, ce qui me fait 720 heures dans mon mois. OK, hop, pardon. Donc, 720 heures dans mon mois,
si je dois être up à 99% du temps, j'ai le droit donc à 1% de défaillance. 1% de défaillance sur 720 heures me fait 7,20 heures de défaillance dans le mois en 24-24. Donc c'est déjà pas beaucoup, hein, 99%, 7 heures, il faut. Et c'est encore moins si on parle d'horaire de production, par exemple du lundi au vendredi, 8h, 18h. Je n'ai plus que 20 jours ouvrés dans le mois, j'ai 10 heures de production informatique dans la journée, soit 200 heures par mois, et mon 99% se transforme en 2 heures d'indisponibilité dans le mois. Donc, si mon serveur ou mon service n'est pas rendu plus de 2 heures, j'ai manqué mon objectif de SLA pour le mois en question. Et si j'ai fait 4 coupures d'une demi-heure, c'est pareil, j'ai manqué mon objectif de disponibilité pour le mois. En matière de disponibilité, on parle souvent des 5-9, le Graal. Donc 5-9, ça veut dire 2 devant, 99, 3 derrière, 999. Voilà, on a les 5-9. Donc en 24-24, être en 5-9, ça veut dire 12,96 secondes d'arrêt sur le mois. Et en horaire de production, c'est 7 secondes, 20. On n'a même pas le temps d'un Windows Update, d'un reboot. Donc il est évident que plus on est exigeant sur l'objectif de disponibilité SLA, plus il faut concevoir une infrastructure hautement disponible qui me garantit que même si j'ai perdu un serveur, j'en ai au moins un autre qui a pris le relais instantanément. Donc on est sur des infrastructures où tout est au minimum doublé. 2 serveurs SQL, 3 ou 4 serveurs applicatifs web, fronto web, 2 load balancers, car c'est le seul moyen de pouvoir garantir des taux de disponibilité importants. Et même si on est par exemple à 99,5, ce qui ne paraît pas beaucoup plus que 99, on a le droit qu'à 1 heure de down chaque mois. S'il faut, par exemple, redémarrer une machine venant d'une sauvegarde, il n'est pas sûr qu'en 1 heure, vous ayez le temps de diagnostiquer, lancer la restauration et redémarrer la machine venant de la sauvegarde. Si c'est une machine volumineuse, ça va vous demander plus d'1 heure de faire tout ça. Alors, bien entendu, Pandora s'inscrit pour être un outil vous permettant d'aller jusqu'au calcul de SLA. Donc, je vais pour ça, oups, un petit problème de fenêtre. Donc, on a le calcul de SLA à travers la notion de rapport. Et donc, je vais vous montrer un rapport de disponibilité, par exemple, sur 24 heures. Donc en fait, on design des rapports, on construit des rapports, et notamment j'ai des éléments de type calcul de SLA qui me permettent, par exemple ici sur 24 heures, avec une tranche horaire de production 6h-20h, vous voyez, on définit ce qu'on veut, de voir que j'ai une disponibilité globale de 93,3% sur cette échelle de temps. Et on peut, dans le détail du rapport, voir quel a été le sous-service. En l'occurrence, c'est le serveur 208 APP01 qui m'a provoqué une indisponibilité qui a dégradé SLA pour cette période. On va demander un deuxième rapport SLA. Alors, ils peuvent être un petit peu plus longs à l'exécution parce qu'ils brassent beaucoup de données. On va vous montrer le rapport SLA d'un client en production sur 30 jours. Donc, il est normal d'attendre un peu. Voilà, il est là, 99,7 avec des courbes d'utilisateurs connectés et à nouveau le sous-détail par différentes composantes du service de la disponibilité de chaque composante. OK.
Alors, on parle éventuellement de fonctionnalités avancées. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Ça, c'était tout ce qu'on est capable de servir aujourd'hui. Dans la roadmap, soit parce qu'on sait que ça existe dans le produit, soit parce qu'on s'investit pour que ça existe. On prévoit de nouveaux plugins spécifiques aux baies de stockage PowerStore et PowerVault MS5, c'est en cours. On envisage également de mettre en œuvre les plugins de Real User Monitoring qui permettent un monitoring des applications ou des sites Internet avec un scénario de navigation à l'intérieur du site. On a également un chantier qui s'ouvre sur la consolidation des journaux parce qu'on peut adjoindre à Pandora une infra Elasticsearch pour gérer la consolidation des journaux. Et puis également, il y a des choses très intéressantes autour de l'analyse des bandes passantes avec l'activation de NetFlow sur Pandora. Tout ça, c'est prévu dans les mois à venir. C'est une plateforme sur laquelle on va continuer d'investir lourdement en savoir-faire. Donc Pandora nous ouvre la possibilité de vous proposer une offre CS Monitoring. C'est une offre qui peut être souscrite sous une forme totalement indépendante. Vous intéresse de faire que du monitoring, eh ben, pas de problème, on a cette offre directement utilisable. Elle est gérée par pack d'agents, 25, 50, 100 ou plus. Et Mike et Franck se tiennent à votre disposition pour plus d'informations sur la tarification. C'est cette même offre qui est inclue dans nos offres Cloud Server IaaS, c'est-à-dire les solutions d'hébergement en mode cloud que nous proposons et qui apporte le calcul de la SLA. Et puis c'est aussi cette offre qui est le point d'entrée de nos contrats de service et de la partie infogérance dont je vais parler dans une slide. Juste pour dire, aujourd'hui, on est à 1800 agents, 43 000 modules. Donc c'est déjà une infra, qu'on peut qualifier de lourde, du moins pour ses volumétries. Alors, les contrats de service. On a un contrat de service qui s'appelle AMI, qui est un contrat à la carte, à géométrie variable, dans lequel il vous revient la fonction de définir la position qu'on doit prendre. Donc, c'est à vous de régler le curseur, comme c'est écrit en bas du slide. Ce qui est sûr, c'est que au niveau 1, en position 1, le curseur minimum, c'est la fourniture de monitoring et de supervision. Et si certains d'entre vous ne recherchent que ça, on peut très bien s'arrêter là. On n'a pas vocation à être plus, à apporter nécessairement toutes les fonctionnalités. En niveau 2, vous aurez une assistance technique supplémentaire. Votre équipe informatique pourra faire appel à nos spécialistes pour évoquer les cas de figure les plus techniques. Au niveau 1, bien entendu, s'il y a de l'orange ou du rouge, c'est à vous de traiter et de faire en sorte que ça devienne vert. En niveau 2, vous pouvez faire appel à nous si certains rouges ou certains oranges vous posent problème et sont un peu trop techniques. En niveau 3, nous sommes susceptibles de vous remplacer, par exemple pendant vos absences, vos congés, pour continuer l'exploitation de votre système d'information malgré vos absences. En niveau 4, on sera dans un niveau d'administration à 4 mains où les choix d'administration devront être discutés, éclairés pour être convenus par une double administration. Mais également, vous pouvez décider d'aller plus en profondeur sur une infogérance limitée à certaines fonctions, par exemple la virtualisation, la sauvegarde, et pas du tout les serveurs applicatifs. Ou nous avons certains clients qui nous demandent une infogérance externalisée complète sur la gestion du système d'information, avec des engagements de SLA, c'est-à-dire même si les serveurs restent des serveurs propriété du client, positionnés dans les locaux du client, nous prenons en tant qu'infogérant des garanties de bon fonctionnement du système d'information avec des engagements de disponibilité. Mais pour autant, on n'a pas velléité à que 100% de nos clients soient dans ce mode de fonctionnement. C'est vous qui décidez quelle posture on doit adopter et ce que vous attendez de la part de votre prestataire. Donc, ce type de contrat est ouvert sur un support accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h, 17h pour le vendredi. On est bien entendu équipé de gestion de tickets permettant un suivi de chaque cas.
On peut intégrer des vérifications quotidiennes qui consistent, comme vous l'avez vu par exemple sur l'exemple d'un dashboard, à vérifier chaque matin dans la tranche 8h-9h que votre système d'information est nominal. S'il ne l'est pas, créer les tickets et réaliser les actions de manière à revenir dans la conformité. Et puis également, nous avons des capacités à vous permettre de contacter un technicien d'astreinte sur son téléphone mobile en 24/24, 7 jours sur 7. Et au final, grâce à la supervision proactive, à Pandora et à un système d'alerte, on peut avoir une supervision proactive. Pandora appelle téléphoniquement le technicien d'astreinte pour annoncer la perte d'un service critique sur une infra d'un client en supervision proactive. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Hugo, est-ce qu'on a eu des questions? Oui, alors une première question à laquelle j'ai répondu concernant la remontée des modules de façon automatique. En revanche, il y a une deuxième question de Cyril Garot. S'il existe des modules pour les services Nutanix. Alors oui, il me semble. Alors la référence en la matière. Alors nous n'avons pas développé tous les modules. Nous nous appuyons largement sur les modules disponibles sur la plateforme Pandora. Je vais vous montrer ça. Donc le pli lien hypertexte qui va bien, pandorafms.com/librairie. Donc effectivement, si on regarde Nutanix, oui, j'ai du monitoring Nutanix. Alors, je vous avouerai qu'on ne l'a pas mis en œuvre, mais il existe. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez regarder RabbitMQ, on l'a déjà mis en œuvre. Donc, sur la facette, on va dire, produit du monde Linux, il est évident que Pandora a une très grande richesse et qu'on a complété, de nombreux plugins sur la partie monde Windows. Ce qui au final nous donne vraiment la double capacité à très bien monitorer et le monde Linux et le monde Windows. D'autres questions? Je viens d'autoriser les micros. Si quelqu'un a une question verbale à poser. Alors effectivement, il ne semble pas avoir de questions. Donc, écoutez, je vous propose de clore peut-être le webinaire. Alors, sachez qu'on reste à votre disposition pour toute question, complément. N'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, soit vers Franck, moi ou François Hugo, on se tient à votre disposition. Bien, petit mot de la fin. Alors, juste pour dire que ce que vous avez vu sur notamment l'Auto-Discover, dans le produit Pandora FMS tout court, il n'y a pas ces fonctionnalités. Il est évident que ce qui a été montré est le résultat de notre investissement et de la personnalisation, notamment de la création de beaucoup de plugins d'InfoProject pour Pandora FMS. C'est pour ça qu'on ne propose pas sur ce produit une approche de revente d'une licence Pandora FMS, mais réellement d'un service SaaS autour de Pandora FMS et des plugins de monitoring qu'InfoProject a pu mettre au point. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre participation et puis vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Certainement, le thème n'est pas encore fixé, la date non plus, mais d'ici 2 mois maximum, je pense. À vous. Au revoir à tous.